Excellence, Monsieur le Ministre, vous venez de participer à la 79e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies. En deux mots, pour nous résumer l'oral du Président de la République. Écoutez, le Président de la République, comme il est des coutumes, revient chaque année à New York à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations Unies pour porter la voix de la République démocratique du Congo dans cette instance internationale, dans ces grands rendez-vous mondiaux. À cette 79e réunion de l'Assemblée générale, le Président de la République est venu pour la première fois depuis sa réélection pour s'adresser au monde entier et donner le cap de ce qui se passe en République démocratique du Congo. Et là, pour ce faire, il s'est exprimé en revenant sur les principaux axes, en tout cas pour ce qui concerne la position de la République démocratique du Congo par rapport à la thématique générale de cette année. Il a prôné le multilatéralisme parce que la nature des priorités ou des questions auxquelles l'humanité fait face aujourd'hui, cela requiert la combinaison de plusieurs mains, donc de plusieurs facteurs, de plusieurs pays, pour voir dans quelle mesure on apporte des solutions. Ça, c'est d'un point. Mais sur les questions qui nous concernent principalement, la question de la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo, le Président de la République a rappelé le grand principe. Ici, il est hors des questions que le Rwanda continue de garder ses troupes dans l'Est de notre pays. Donc, ils doivent quitter. Et il a plaidé pour des sanctions parce que c'est contraire à tous les principes internationaux que de troupes d'un pays étranger puissent s'installer et commettre autant de massacres dans un pays autre. Ensuite, il est revenu sur notre engagement pour la feuille de route de Luanda, qui est le cadre qui a été mis en place par l'Union africaine pour nous permettre de régler la situation de l'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et le Président de la République s'est aussi dit ouvert à toutes les propositions qui vont rentrer, en tout cas dans les cadres de certains de nos partenaires, qui vont rentrer dans le sens de nous permettre d'arriver à la paix. Parce que la paix, c'est l'objectif que nous recherchons tant, parce que nous devons mettre un terme aux difficultés que rencontrent nos populations dans cette partie du pays, et ça dure depuis bien longtemps. Et l'engagement du Président de la République, cette fois, c'est l'engagement qui nous amène vers le bout du tunnel, parce que nous pensons que dès que nous aurons terminé toutes les initiatives en cours, nous pourrons réussir le pari d'une paix durable et définitive dans cette partie est du pays. Au-delà des efforts de paix en cours, pour lesquels nous avons la feuille de route de Luanda, le Président de la République a parlé du programme PDDRCS, parce que c'est aussi une composante importante qui va nous permettre d'absorber tous les groupes armés. Évidemment, la question du groupe armé des supplétifs rwandais du M23 sera traitée aussi dans ces cadres-là du programme PDDRCS, parce que c'est ce qui est prévu. Parce que si je dois rappeler ce que prévoit par exemple la feuille de route de Luanda, il faut les cessez-le-feu, il faut la démobilisation, il faut le cantonnement, il faut la réinsertion. Et donc, vous voyez que du point de vue de la situation de la sécurité dans l'Est, le Président de la République a dressé les tableaux. Et nous avons, autour de la médiation de Luanda, connu de progrès, même si au cours de la dernière réunion, nous avons pris une position qui était pour nous la bonne par rapport aux propositions qui étaient à table, mais c'est illustratif justement des soubresauts que vous connaissez dans une phase critique, parce que nous sommes dans une phase d'atterrissage. Ici, nous devons nous assurer que sur chaque point, nous avons veillé à ce que les intérêts de la République démocratique du Congo soient à tout prix préservés. Le Président de la République est aussi revenu sur d'autres questions qui sont éminemment importantes pour nous, notamment la question de la gratuité de l'enseignement, de l'éducation qui se consolide, mais aussi, il a beaucoup parlé de la place de la femme. Vous savez qu'il est champion de la masculinité positive et vous savez aussi que depuis que le Président de la République a été réélu, pour la première fois dans l'histoire de la République démocratique du Congo, notre gouvernement est dirigé par une femme, en l'occurrence la Première ministre, Madame Judith Suminwa Tuluka, et pas seulement. Parce que nous avons aussi des femmes qui sont présidentes de cours d'appel et des femmes qui sont positionnées dans les ministères stratégiques. C'est illustratif justement de progrès que nous connaissons en interne en République démocratique du Congo. Voilà en liminaire plus ou moins ce que le Président de la République a dit au monde
à l'occasion de son passage devant l'Assemblée générale des Nations unies, mais il a terminé sur une note de, je pense, de Mandela, où il a appelé tout le monde en ensemble à travailler pour que nous puissions collectivement trouver des solutions aux problèmes de l'humanité. Monsieur le ministre, le chef de l'État a parlé des ODD, dont l'atteinte devient pratiquement hypothétique. Il a avancé un chiffre de 32 milliards de dollars américains à mobiliser. Est-ce que c'est possible de 2024 à 2030? Bon, écoutez, le président de la République a toujours parlé de manière claire et réaliste au regard des objectifs qu'on s'était fixés en parlant des ODD, mais aussi des réalités, des contingentes que l'on rencontre sur terrain. Lorsqu'il y a la volonté, je pense que tout est possible. En tout cas, vous pouvez voir en interne qu'il y a une volonté politique qui fait que chaque année, notre budget va d'accroissement en accroissement. Mais au regard de priorités qui ont été définies dans ces cadres, il apparaît clairement qu'aujourd'hui, s'il faut faire une projection, on ne sera pas en mesure. Mais bon, si aujourd'hui, dans les cas de la multilatéralité dont le président de la République a parlé, qu'il y a une véritable volonté, le fonds peut toujours être mobilisé. En marge du séjour du chef de l'État à New York, vous, en tant que ministre des Médias, vous avez déployé des activités sectorielles. Nous avons vu notamment à Makutano. Dites-nous en 2 mots, en filigrane, qu'est-ce qu'on peut retenir de tous ces échanges que vous avez eus? Bon, écoutez, je n'étais pas le seul ministre de la délégation du président. Il y a eu une dizaine de ministres qui l'ont accompagné parce que l'Assemblée générale des Nations unies est un rendez-vous mondial des décideurs. Et donc, au-delà du sommet qui réunit ou des rencontres, parce que le président de la République a eu des rencontres traditionnelles, notamment avec le secrétaire général Antonio Guterres, il y a des rencontres qui sont prévues au niveau ministériel. C'est ainsi que le vice-premier ministre du Plan a participé à un forum qui le concernait, ou encore la vice-première ministre de l'Environnement, et certaines de ces réunions, ils ont représenté le président de la République lui-même. Nous avons aussi, dans la suite, la ministre de la Jeunesse, qui se trouve ici pour des réunions dans le cadre du financement de projets des jeunes et des femmes, autant que nous avons la ministre du Genre ou encore la ministre des Affaires sociales. Et donc nous, dans ce qui nous concerne, nous étions là non pas seulement pour accompagner les présidents dans le cadre de ces activités, mais aussi pour participer à d'autres, ce qu'on appelle ici dans les jargons new-yorkais, side events. On a participé, vous avez parlé du chat room de Makutano, où nous avons eu l'occasion d'expliquer le contexte de la République démocratique du Congo et lancer un appel à tous ceux qui sont désireux de venir investir. C'est dans les mêmes ordres que nous avons participé à la table ronde organisée encore sur les investissements RDC par M. Freddy Chembo de la PCSC. Et donc, dans ces cadres-là, nous avons aussi dit des mots qu'il fallait dire parce que le gouvernement de la République travaille étroitement pour que nous nous assurions que les climats des affaires est assaini et pour qu'entre autres nous puissions attirer ces capitaux étrangers. Et pour exemple, pour illustrer justement cette volonté politique du président de la République de s'assurer de l'ouverture de la République démocratique du Congo et que tout ce que nous connaissons comme mauvaise perception, etc., puisse être dissipé, vous voyez que j'ai donné l'exemple. Le nouveau directeur de cabinet du président de la République était, avant sa nomination, directeur général de l'Agence nationale pour la promotion de l'investissement. C'est dire qu'au haut niveau où il se trouve désormais, parce qu'il a fourbi ses armes pendant de longues années en voulant attirer des investisseurs, c'est dire qu'au niveau de la présidence de la République, il y aura aussi un suivi étroit par rapport à toutes les questions liées à l'investissement. Bon, les gens disent qu'il y a beaucoup de risques, les gens disent que c'est difficile et tout le reste, mais nous pensons que lorsque vous voulez faire des affaires, il y a toujours un risque à prendre, que vous soyez en France, aux États-Unis ou ailleurs. Et ceux qui vont investir $1 aujourd'hui en République démocratique du Congo dans une dizaine d'années, ils peuvent en récolter des milliers. Nous ne les disons pas par hasard, nous les disons parce qu'il y a des exemples concrets de ceux qui ont investi en RDC. Donc nous avons profité de ces événements pour passer des messages. Autant j'ai eu les privilèges de participer à un échange de haut niveau organisé par Bloomberg New Economy, où on a parlé du rôle, du positionnement des pays de ce qu'on appelle le Sud global, donc le pays en voie de développement,
dans le reformatage du monde aujourd'hui. Vous savez qu'il y a le pôle chinois, le pôle américain, mais dans tout ça, quel est le rôle que nos pays jouent? Qu'est-ce que nos pays peuvent gagner ou peuvent tirer comme profit de ce qui se passe? C'était un entretien intéressant avec le prix Nobel de l'économie Joseph Stiglitz, mais nous pensons que tout ça, dans tous ces forums, tous ces forats où nous avons pris part, nous avons voulu être sûrs que nous avons porté haut la voix de la République démocratique du Congo. Monsieur le ministre, la diplomatie semble prendre son temps et en attendant, la population continue à souffrir. À quand le retour de la paix dans l'Est de la République démocratique? Écoutez, c'est une question sur laquelle le président de la République se penche quotidiennement et je pense que c'est l'une de ses plus grandes préoccupations. Et même au cours de son passage ici au Conseil de sécurité des Nations Unies, c'était les messages principaux. Et parallèlement à cette rencontre, au discours du président de la République, il y a eu de contacts, notamment au niveau de la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, qui vont dans ce sens-là. Ici, nous allons rappeler le message que nous disons toujours à nos populations de l'Est, c'est que nous sommes solidaires et que leur peine est la nôtre. Et que, comme le président de la République avait pris l'engagement, ça prend peut-être du temps, mais nous sommes sûrs que dans un avenir proche, nos populations de l'Est pourront retrouver la paix. Et c'est les efforts qui sont en cours, tant au niveau politique, au niveau judiciaire, au niveau diplomatique qu'au niveau économique. Vous vous souviendrez que sous la conduite de Mme Judith Suminwa, il y a quelques semaines, nous avions adopté en Conseil de ministres des mesures incitatives ou de mesures qui permettent d'assurer beaucoup de facilité aux opérateurs économiques de l'Est de la RDC. Vous aviez suivi aussi il y a longtemps que des mesures avaient été prises notamment pour prendre en charge les frais d'organisation, d'examen d'état ou de participation des enfants des provinces sous état de siège. C'est vous dire la particularité ou la tension que le gouvernement accorde à ces questions, avec le président de la République évidemment, et nous travaillons pour que la paix puisse être de retour dans les meilleurs délais. Monsieur le ministre, le président de la République a estimé qu'il était essentiel de renforcer la traçabilité des minerais stratégiques. Mais il est curieux, depuis quelques jours, de constater que le cobalt congolais est de nouveau indexé par les États-Unis. Comment vous interprétez ce contraste? Écoutez, c'est quelque peu injuste que notre cobalt congolais puisse être indexé. Nous avons tous lu, et d'ailleurs le gouvernement va réagir très bientôt parce que la première ministre qui suit la question de près. Il faut savoir que le cobalt qui est produit en République démocratique du Congo est produit de deux manières. Il y a le cobalt industriel avec toutes ces grosses boîtes minières qui travaillent en suivant les normes éthiques requises en la matière. Mais il y a aussi la production artisanale qui est encadrée parce qu'on a parlé du travail des enfants. Nous reconnaissons qu'il y a toujours, dans les cas de ces processus de production, des difficultés ou de l'intrusion. Mais ici, et c'est le plus important, c'est que le gouvernement est réellement engagé avec des partenaires, notamment ceux de la FEC, de la Chambre de mines, et même ceux qui sont partie prenante du mécanisme qui est mis en place au niveau de l'OCDE ou des États-Unis sont membres. Nous pensons que cette décision, pour nous, elle est injuste. Elle est injuste et qu'elle n'est pas de nature à améliorer, à encourager, en tout cas à soutenir les offertes que nous faisons, d'abord pour montrer qu'il y a des choses qui se font de manière positive et éviter cette mauvaise perception. Et donc, de ce point de vue, le gouvernement va réagir et je crois que très rapidement, de notre retour à Kinshasa, mon collègue de mine saisira les autorités américaines pour leur dire que nous ne sommes pas d'accord avec le contenu du communiqué qui a été fait et pour lequel nous allons réagir, nous comme gouvernement à notre niveau. C'est évident, c'est sûr que vous avez aussi vu la réaction de l'entreprise générale du cobalt parce que pour nous, il est hors de question qu'un minerai qui est pour nous notre principale ressources stratégiques, en tout cas parmi les principales ressources stratégiques, puissent faire l'objet d'un moindre soupçon en termes de circuits d'achat, etc. Et donc, le dialogue va continuer de ce côté-là. Autant nous allons continuer à nous assurer que nous faisons notre part pour nous assurer que les minerais qui sont produits, ces produits soient produits en respectant en tout cas toutes les normes éthiques requises en la matière.